Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce podcast enregistré en co-création avec Actiris. Nous allons parler aujourd'hui de diversité et d'inclusion et également des dimensions plus sensibles de la diversité et de l'inclusion. Alors, on le sait, la diversité de genre, d'âge, de handicap, d'origine, de background, d'opinion constitue une richesse et un atout pour l'entreprise. Mais cette diversité ne s'atteint pas toute seule, et même si la société est elle-même de plus en plus diverse. Alors pour y travailler sérieusement et avec un impact durable, il faut mettre en place une approche structurée qui investit les trois composantes, la diversité, l'équité et l'inclusion. Alors l'adage est désormais bien connu, la diversité c'est être invité à la fête, l'inclusion c'est être invité à y danser. Quant à l'équité, elle vise à accorder un traitement, un accès et des chances égales en reconnaissant les besoins individuels de chaque personne. On cerne déjà toute la subtilité à travailler sur le sujet et la complexité augmente encore quand on veut aborder des sujets plus sensibles. Alors c'est cela que nous allons aborder dans ce podcast en croisant un regard expert et un témoignage inspirant en entreprise. J'accueille avec grand plaisir Julie Perret-Gérard. Vous travaillez en marketing à l'international chez Pfizer, plus spécifiquement pour les patients souffrant de migraine. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre travail. Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas. J'ai une partie de mon job qui consiste vraiment à développer des stratégies commerciales, des campagnes de sensibilisation et d'information. Donc dans mon cas, pour un traitement contre la migraine, et ce, je fais avec les différentes équipes au sein de la société. Une autre part de mon job consiste à m'assurer que les pays au niveau international disposent de tout ce dont ils ont besoin, qu'ils ont tout en main pour pouvoir exécuter avec excellence cette stratégie commerciale et ces campagnes de sensibilisation et d'information, avec pour objectif que les médecins puissent disposer de toute l'information pertinente afin de traiter les patients qui souffrent de migraine de la manière la plus optimale possible. Ouais. Et alors, en plus de cette activité qu'on imagine déjà très prenante, vous travaillez aussi à la diversité et à l'inclusion. Oui, tout à fait. Donc, c'est quelque chose que je fais donc on top of my job. Et c'est ça, toute la force chez Pfizer d'avoir quelqu'un qui est un employé en day-to-day business qui s'occupe de la diversité, l'inclusion et l'équité. Donc, on a vraiment ici une approche qui est vraiment bottom-up plutôt que top-down. Et donc, je suis le lead de ce qu'on appelle un CRG, donc un Colleague Resource Group, qui est formé donc par les employés qui travaillent donc à inclure ces trois valeurs dans la culture de l'entreprise. Et notre mission, c'est vraiment de promouvoir la diversité, l'inclusion et l'équité autant en interne, dans le but de créer un environnement, je veux dire, serein et en sécurité où tout un chacun peut se sentir bien et peut comme ça libérer son plein potentiel. Également de pouvoir inclure ces valeurs à l'extérieur, donc autant dans la société en général que pour devenir un partenaire de confiance avec les différentes personnes avec qui on travaille, les intervenants, les médecins, les associations de patients. Et alors, j'ai vraiment, je vais dire, mon job qui s'oriente sur trois axes, qui est premièrement vraiment développer la vision stratégique de ce groupe de travail, fixer des objectifs, fixer les priorités pour répondre aux besoins des employés dans la société. Deuxièmement, c'est bien sûr mettre en place des plans d'action. Donc, on coordonne, on lead le plan d'action avec les différents employés qui viennent vraiment soutenir les différents projets. Et puis, dernièrement, on a vraiment une fonction de connexion, que ce soit avec des intervenants externes comme Actiris, comme avec les différentes associations dans lesquelles on travaille, mais également avec le leadership, puisque il est très important quand on veut inclure ce genre de valeurs dans une culture d'entreprise, que le leadership soit bien inclus et surtout qu'on s'assure de la vision stratégique également du groupe. Voilà. Merci, on va approfondir ça évidemment pendant ce podcast. Brechtje Moerman, je suis aussi ravi de vous accueillir. Vous travaillez chez Actiris en tant que consultante en diversité. Alors, quel parcours vous a mené dans ce métier et en quoi consiste votre quotidien ? Mon parcours, il est un peu du hasard et un peu du voulu. Moi, je voulais travailler dans le secteur culturel à la base quand je suis sortie de mes études. Donc, j'ai trouvé un job dans le secteur culturel, c'est des petites associations, des organisations assez limitées, même pas de service RH, enfin, c'est un peu connu. Et donc, pas toujours bien organisé, parfois un peu de désabus, enfin, je suis sortie assez désillusionnée de ce job.
Et donc, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai trouvé un intérim. Je suis allée chez BNP Paribas dans l'événementiel. Et ensuite, après quelques années, j'ai pu commencer chez Claire Godin, un nom assez connu dans le domaine de la diversité et de l'inclusion, pour travailler avec elle sur les actions de la banque. C'est un monde assez avancé. Enfin, le BNP Paribas, en tout cas, est assez pionnier dans pas mal d'actions. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu aussi des consultants de chez Actiris. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai fait le pas. Donc, je suis passée de l'autre côté parce que je voulais justement voir comment ça se passait dans d'autres entreprises. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On va dans tout type d'entreprise, toute taille, vers multinationales, comme des petites associations, des PME, voilà. Et on travaille dans le secteur public aussi, qui, eux, du coup, ont quelques obligations en termes de diversité. Ouais. Et donc, ça vous confronte effectivement à une diversité d'environnements et de réalités. Voilà, c'est assez variable comme job. Alors revenons à Pfizer, qui a été sous le feu des projecteurs durant la crise Covid. Tout le monde connaît le vaccin qui a été développé en un temps record pour lutter contre ce méchant virus. Mais Pfizer, évidemment, c'est bien plus que ça. Décrivez-nous un petit peu le décor alors en tant qu'entreprise mondiale et en tant qu'employeur aussi dans notre pays, en Belgique. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 1849. Donc c'est une des plus grosses maintenant sociétés biopharmaceutiques au niveau mondial. Donc Pfizer a pour objectif d'utiliser la science et toutes les ressources au niveau mondial pour pouvoir développer des traitements, autant des vaccins que des médicaments, pour pouvoir améliorer la vie de tout un chacun, prolonger également la vie des patients et des personnes souffrant de différentes maladies. Donc voilà, l'objectif est vraiment ici de s'assurer de la qualité, de la sécurité et de l'excellence, autant dans la recherche que dans le développement, la production et la commercialisation donc, de médicaments et de vaccins. Qui sont distribués donc, dans plus de 200 pays au niveau mondial, et c'est 85 000 personnes au niveau mondial. Alors, si on reprend juste la Belgique, on est quand même 5 000 collaborateurs, donc on comprend que la Belgique reste quand même un pays attractif pour l'entreprise. Des raisons pour lesquelles, par exemple, c'est le fait qu'on a des pôles de recherche donc au niveau universitaire ici en Belgique. On a également un niveau technologique qui est très bon et un niveau de formation des collaborateurs est également exceptionnel ici en Belgique. Alors, on est situé sur 4 sites. On a 2 sites à Bruxelles, donc un site à Erasme. On a la PCRU qui est vraiment notre centre de recherche clinique. On a le siège qui se situe à Etterbeek, où là, on est 150. On a également un site à Puurs, qui est l'usine de production, qui est une des plus grandes au niveau mondial. Et alors Zaventem, qui est également un des plus gros sites de distribution et de logistique au niveau mondial. Donc une belle entreprise, une belle organisation où là, la diversité est par nature complètement intégré dans l'organisation. Actiris, on le connaît, c'est l'opérateur public du marché de l'emploi à Bruxelles, mais par contre, on l'associe peut-être un petit peu moins à l'idée de diversité et d'inclusion. Alors, comment se décline votre offre de services en la matière ? Oui, c'est ça. On est connu, en tout cas, on l'associe aux chercheurs d'emploi, en fait. Mais Actiris se veut pivot entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Donc, il y a toute une gamme de services d'entreprise qu'on offre aussi, dont nous, on fait partie, en tant qu'équipe diversité. Mais donc, Actiris vise vraiment le matching entre les employeurs bruxellois, avec certaines demandes ou certaines exigences et certaines traditions, et le public bruxellois qui est parfois un peu différent, mais tout aussi talenté. Et donc voilà, nous, on est une équipe de consultantes en diversité. On développe des plans de diversité avec les entreprises. On va sur place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans les plans de diversité ? En quelques lignes, on travaille sur la diversité, bien sûr. Des entreprises qui sont un peu trop homogènes, évidemment qu'on va travailler sur le recrutement, objectiver leur processus de recrutement, de sélection, pour éviter des biais d'affinité. Enfin, on connaît tous des entreprises où les employés semblent venir tous à peu près de la même école ou du même réseau. Voilà. Mais évidemment, il y a aussi pas mal d'entreprises qui ont déjà beaucoup de diversité dans leurs équipes. Alors, c'est l'intéressant des plans de diversité. On travaille sur le recrutement, mais on travaille aussi sur tous les processus RH, en fait, pour les rendre plus inclusifs.
Ça va de l'onboarding jusqu'à la fin de la carrière avec toutes les étapes intermédiaires. Donc, on va regarder tous les processus, voir s'il n'y a pas de barrières ou des choses qui sont pas, qui relèvent pas de l'équité, je dirais, ou qui donnent pas accès aux mêmes opportunités à tout le monde. Et on regarde aussi, on travaille aussi sur la communication interne et la sensibilisation, tout ça. Et puis, suite à ça, je dirais, on travaille sur le positionnement externe de l'employeur qui dit, voilà, on attache de l'importance à l'inclusion et on se fait voir, on rend ça visible en externe. Voilà. C'est un peu du marketing, mais c'est pas de la vitrine puisqu'on fait tout le travail derrière. C'est ça, il faut qu'il y ait une authenticité, une sincérité en tout cas dans ce qui est communiqué. Alors, Pfizer, Julie, c'est une multinationale présente dans de nombreux pays, on l'a dit. On pourrait se dire que par nature, une telle organisation est diverse. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut travailler activement à la diversité et peut-être aussi sur le volet plus inclusion, mais comment le faites-vous au niveau du groupe et puis au niveau plus local de la Belgique ? Oui, alors c'est hyper important, comme vous le dites, de continuer à travailler sur la diversité, l'inclusion et l'équité. Donc c'est un idéal à atteindre et pour ça, il n'y a aucune entreprise qui est parfaite. D'ailleurs, personne n'est parfait dans le domaine. Donc la continuité est très importante, la régularité aussi. Si on fait des projets de temps en temps, clic-ploc, et qu'il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, ni de timeline, ni de plan d'action, on oublie ça un peu sur le côté. Donc la continuité, la régularité, c'est quelque chose qui est très important. Et l'intention également. Donc c'est quelque chose, il faut se rendre compte, par exemple, comme on dit, des préjugés qu'on a à l'emploi, c'est quelque chose, c'est un travail qu'il faut faire vraiment sur soi et se rendre compte d'une démarche en tout cas intentionnelle. Et ça, Pfizer au niveau du groupe, il en est bien conscient. Donc, on est bien conscient qu'être divers, inclusif et équitable, ça demande des efforts conscients, ça demande une stratégie. Et clairement, quand on veut créer une culture d'entreprise qui est basée sur ces 3 valeurs, surtout quand on veut créer une culture qui n'est pas juste au sein d'un groupe ou d'une maison mère, mais qui touche tous les pays, toutes les filiales et tous les niveaux hiérarchiques, il faut mettre en place une stratégie qui est basée ici sur des piliers. Donc on a 3 piliers. On a un pilier vraiment en interne où l'objectif est de vraiment créer cet environnement qui est inclusif, divers et équitable pour que les employés se sentent, comme je l'ai dit, vraiment sereins et en sécurité et en harmonie avec leurs propres valeurs et se sentir à l'aise comme ils sont, j'ai envie de dire. Un deuxième gros pilier qui est vraiment de faire progresser l'équité en matière de santé. Donc ça, c'est vraiment un des gros piliers, évidemment, de Pfizer, comme par exemple l'équité en termes d'accès au traitement, d'accès à l'information. Et troisièmement, il y a un pilier qui est externe, vraiment, c'est de faire progresser également la société au niveau de l'équité. Et pour ça, l'entreprise veut pouvoir contribuer à une société plus équitable. Et on a une panoplie de partenaires, de groupes de travail et d'associations qui viennent nous aider là-dedans. Alors ça, c'est vraiment au niveau du global. Et comment ça se passe au niveau local ? Bien évidemment, on va évidemment se figer sur ces 3 piliers-là qui viennent vraiment orienter notre stratégie. Et ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir comprendre quels sont les besoins, j'ai envie de dire, vraiment plus locaux. Et donc, on va vraiment là pratiquer une écoute active des employés, comprendre quels sont leurs besoins, mais après ça, écoutez, c'est bien, mais il faut agir. Et c'est là où Actiris vient également, c'est de dire, on voit tel et tel challenge, qu'est-ce qu'on peut mettre comme plan d'action pour pouvoir vraiment répondre au mieux aux besoins des employés, tout en étant toujours bien en train de suivre cette ligne de conduite qui nous vient du global et ses piliers stratégiques. Ouais, voilà. Parce qu'on l'imagine bien dans un groupe comme celui-là, les réalités entre un pays en Afrique ou aux États-Unis ou en Asie sont déjà différentes, mais même à l'échelle de la Belgique, finalement, vous l'avez dit, vous avez une usine en Flandre, des bureaux à Bruxelles, les réalités sont là aussi différentes. Alors, dans votre scope de responsabilité, de quelle diversité s'agit-il ? Comment se compose votre force de travail sur laquelle vous travaillez spécifiquement ? Quand on parle de diversité, on parle en fait de tout ce qui rend une personne unique, donc de toutes ses facettes. Donc on parle vraiment de tous les aspects de la diversité, parce que l'objectif, c'est vraiment de valoriser toutes ces différences, mais c'est également de pouvoir valoriser ce qui nous rassemble. Donc on a un peu les 2 pôles.
afin que chacun puisse se sentir bien et puisse se sentir valorisé, puisse se sentir reconnu. Et donc, quand on parle de diversité, on parle vous l'avez super bien dit dans votre introduction, on parle de la neurodiversité, de fait, par exemple, d'être introverti, extraverti, on parle d'être en situation de handicap ou pas, la parentalité, les diversités au niveau du genre, des orientations sexuelles, d'origine, de background, d'éducation. Donc, voilà, la diversité, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de stop, c'est presque infini, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, même au niveau des croyances, la façon de penser, voilà. Donc, tout ça est intégré, effectivement, sur les différents sites en Belgique et ailleurs. Ouais. Et on le voit, il y a un vrai engagement du groupe à travailler sur le sujet, une vraie expertise aussi, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a amené alors à nouer cette collaboration avec Actiris? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est peut-être un service qui peut s'adresser à des entreprises qui débutent, mais on voit que même une grande multinationale qui est aguerrie sur le sujet apprécie travailler avec Actiris. Qu'est-ce qui vous a guidé, justement? Tout à fait. On travaille avec Actiris depuis 2017, donc on est quand même à notre 3e plan avec Actiris. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler avec Actiris au départ? Premièrement, on s'est dit, voilà, on aimerait bien vraiment avoir un expert dans le domaine qui vient être intégré dans notre plan de diversité. Et puis, ce qui est génial avec Actiris, c'est qu'on a vraiment un accompagnement qui est sur mesure par rapport à nos besoins. Donc, ils viennent pas avec des plug and play, des solutions toutes faites. On vient vraiment ici faire du sur mesure. Troisièmement, je pense qu'il est très intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir un échange, parce que Actiris, c'est aussi un réseau, il travaille avec énormément de sociétés, des plus petites, des plus grosses, c'était cet échange de bonnes pratiques également qui est très intéressant. Et puis dernièrement, Actiris propose également un label de diversité, qui est vraiment un label de reconnaissance avec l'extérieur et qui permet vraiment de montrer un peu tous les efforts qui sont faits en termes de diversité, d'inclusion et d'équité vers l'extérieur. Voilà, donc cette année, on a vraiment pris un plan thématique et une approche encore plus targetée avec Actiris, ce qui fait que c'est un peu différent, mais qui permet de concentrer, j'ai envie de dire, les efforts sur une thématique bien précise, on y reviendra plus tard, où Actiris vient vraiment avec un œil d'expert sur cette thématique, où on se fixe ensemble des objectifs, des priorités, ensemble on construit un plan d'action pour pouvoir au mieux répondre aux besoins de l'entreprise et l'évolution de l'entreprise à un moment donné. Ouais. Après, justement, de votre point de vue, que peut apporter Actiris à des organisations telles que Pfizer? Julie l'a très bien résumé, en fait. Je dirais, peu importe donc le degré de maturité, je dirais, de l'entreprise, on peut s'adapter. Et donc, on va sur place dans l'entreprise. La force d'un plan, en fait, c'est qu'on construit avec l'entreprise d'abord une structure porteuse, ça s'appelle donc un groupe de travail, si vous voulez, qui est très représentatif des types de fonctions, des départements d'une entreprise, si elle est assez grande. Où on retrouve idéalement une personne de la com, une personne RH, et puis s'il y a des ouvriers, quelqu'un qui représente. Il y a aussi les syndicats qu'on essaie de représenter puisqu'ils sont impliqués aussi dans le jury, dans l'évaluation des plans. Et donc voilà, on construit ces groupes qui est du coup déjà une bonne base pour ensuite mettre en place le plan. Notre rôle du coup, c'est stimuler la réflexion lors de l'élaboration. On fait l'analyse 360 degrés avec ce groupe. Donc, on fait en sorte qu'il n'y a pas, parce que tout le monde associe diversité et inclusion avec quelque chose. Souvent, c'est l'origine. Parfois, on pense à l'handicap. Nous, on fait en sorte qu'on n'oublie pas des pistes, qu'on parle aussi du genre, qu'on parle aussi du niveau de diplôme. Donc, un de nos groupes cibles, c'est justement des personnes sans diplôme secondaire. Si c'est par manque parce qu'ils n'ont pas été reconnus par l'État belge ou parce qu'ils n'ont pas obtenu. On parle des âges aussi, c'est quand même intéressant comme approche, puisqu'il y a des écarts entre les générations. Donc voilà, on stimule cette réflexion, on aide à poser des bonnes questions, et une fois que l'analyse est faite, on aide, parce qu'on n'impose pas, mais on aide à faire le tri pour fixer les priorités. Et on aide aussi à fixer des ambitions qui sont ni trop élevées, ni trop basses, je dirais. Donc voilà, je crois que ce qu'on entend le plus souvent, c'est cette approche structurée, planifiée, qui est le plus
gros plus d'un plan. D'accord, c'est un peu de boulot, hein, c'est un peu de travail. C'est pas quelque chose qui arrive tout simplement. Mais ça aide à garder comment on veut déclarer en français, le cap, voilà. Et comme il y a toujours plein de choses qui se passent, il y a toujours d'autres priorités qui arrivent, à garder ça à bord, en fait, et pas laisser tomber certaines actions puisqu'elles semblent moins prioritaires à cet instant-là. C'est ça, puisque justement, il y a le jury qui évalue les plans derrière, donc il y a quelque part, c'est pas un bâton derrière la porte, mais les gens savent ça, qu'il y a IFH, une IA qui aussi sont dans le jury et qui vont évaluer, donc il y a une certaine qualité qui est demandée et pour laquelle nous, on est garant. C'est ça. Et donc, ça permet aussi d'apporter une prise de recul plus hélicoptère, peut-être, sur une réalité d'entreprise. Chez Pfizer, donc, vous l'avez dit, il y a plusieurs plans de diversité qui ont déjà été mis en place avec Actiris. Quelle est la spécificité du plan actuel ? Tout à fait. Donc, ici, on a pris vraiment un focus cette année, pour 2 ans, sur l'ethnicité et la culture, où l'objectif de ce plan est vraiment la sensibilisation de tous les niveaux hiérarchiques donc au sein de Pfizer Belgique à créer un environnement inclusif et diversifié donc au niveau de l'origine et des nationalités. Voilà, donc on prend un focus ici avec Actiris. C'est le scope de ce plan diversité inclusion avec Actiris, mais ça fait partie évidemment d'un tout qui est beaucoup plus grand. C'est comme Breck l'a dit, on n'est pas là pour oublier travailler sur le genre, de travailler sur le cross-generational. Ici, on prend vraiment un focus parce qu'on a vraiment besoin d'un avis d'expert sur ce domaine-là, mais ça s'inscrit donc dans une stratégie bien plus large de groupe qui est toujours présente. Ouais. Peut-être quelques exemples alors d'initiatives concrètes que vous avez développées dans ce cadre-là. Oui, alors là, effectivement, il y a un nombre de projets assez impressionnants d'ailleurs. Je vais peut-être en prendre juste 3, histoire de ne pas passer 1 heure de podcast uniquement là-dessus. Je pense que le premier projet qui a été repris d'ailleurs par Actiris comme bonne pratique, on a développé une politique d'expression au sein de chez Pfizer de toutes les croyances, opinions personnelles des employés sur le lieu de travail. Voilà, comment est-ce qu'on peut communiquer sans froisser d'autres, comment est-ce qu'on peut baser sur le respect, pouvoir être soi-même et pouvoir quand même être à l'aise avec ses propres croyances et ses propres façons de penser sans créer de problèmes avec d'autres communautés. Voilà, on sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus important, surtout avec l'actualité. Voilà, quand on a 2 groupes, par exemple, des personnes qui viennent d'Ukraine et des personnes qui viennent de Russie qui doivent travailler ensemble, quand on a l'actualité qui est aussi complexe, on le sait à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on fait pour que tout ça se passe bien. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour le moment. Un deuxième projet qu'on a lancé qui s'appelle les Multicultural Fairs. Donc ça c'est un projet assez unique qui est organisé par les employés pour les employés. Où on a différentes personnes qui viennent tenir un stand et qui viennent présenter en fait leur pays, leur origine, leur culture. C'est une expérience qui est super immersive. Pourquoi ? Parce que les gens viennent avec de la nourriture, ils viennent avec leur habit traditionnel. On est équipé de posters où on partage plein d'informations sur le pays, sur la religion, sur les croyances, sur les traditions, la politique, etc. Et on a vraiment un échange qui se passe comme ça pendant 2 heures sur l'heure de midi entre les différents employés qui viennent, qui passent d'un stand à l'autre. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on a vraiment fait ça également avec tous les niveaux hiérarchiques dans la société. Donc on a vraiment une très belle intégration là. Donc, en plus d'être une expérience immersive, on a vraiment là une sensibilisation en tout cas de toutes les cultures qu'on peut avoir dans l'entreprise. On s'est rendu compte que on avait une vingtaine de pays qui représentaient Pfizer rien qu'au niveau du siège où on n'est que 150. Donc on voit toute la richesse déjà dans ce genre de projet. Oui, et on voit finalement que travailler à la diversité et à l'inclusion, ça peut être aussi fun, que c'est pas qu'une affaire de métriques. Non, tout à fait. Non, exactement. Et le dernier projet, qui est un projet plus externe, qu'on travaille avec Seat at the Table, qui est un programme de mentorat de jeunes talents qui sont issus de backgrounds complètement divers
Ça a été créé par Youssef Kobo, Précieux connaît bien. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir casser les barrières que ces jeunes talents peuvent avoir vers les sociétés petites ou plus grandes, en tout cas leur ouvrir des opportunités pour pouvoir soit être recruté dans certaines entreprises ou soit être de la manière la plus optimale, être inclus dans notre société. Et là, on fait plein de projets avec eux. Par exemple, on a fait un meet and greet, on a fait venir des dirigeants européens de chez Pfizer qui sont venus rencontrer les talents de Seat at the Table. On a eu un job shadowing, donc on a un talent qui est venu passer une journée avec notre CEO et qui a pu participer à toutes les réunions et à qui a pu voir comment ça se passe, toutes les décisions, d'une personne, d'un leadership, je vais dire, quand même assez élevé. Et puis, on a récemment, ici en septembre, fait le CEO Roundtable, où on a accueilli une trentaine de talents qui viennent de l'entreprise passer une après-midi également avec nous, où on a la CEO qui a partagé son expérience, qui a partagé les 5 clés, par exemple, de pouvoir comment développer sa carrière de manière optimale, et qui a parlé évidemment de l'importance de la diversité et l'inclusion comme culture d'entreprise. On a eu également un temps d'échange où ces talents ont pu poser pas mal de questions, autant sur la culture que sur le work-life balance, que sur qu'est-ce que c'est d'être une femme dans une position de leadership, à qu'est-ce qu'on fait attention dans l'entreprise lorsqu'on parle de diversité et d'inclusion, quels sont les programmes mis en place, les projets, etc. Et puis on a terminé vraiment avec un networking où là on a de nouveau invité tous les différents niveaux hiérarchiques de la société pour vraiment avoir cette sensibilisation et cette ouverture à la diversité également. Je pense qu'il y a autant ces talents s'enrichissent de ce genre de rencontres, autant pour nous c'est hyper important également pour préparer au mieux la société, accélérer, j'ai envie de dire, cette ouverture à une diversité d'origine dont on a peut-être moins l'habitude. Mais voilà, on est dans un monde qui est de plus en plus divers. La Belgique est de plus en plus diverse, donc c'est très important de travailler là-dessus, comme on dit, de manière continue et régulière avec ce genre de projet. On a également appris beaucoup d'eux puisque on apprend les différents challenges que eux peuvent avoir au niveau du recrutement par rapport aux préjugés. On n'est pas spécialement toujours averti à ce sujet-là. Donc c'est un moment d'échange qui est très important et qui apporte beaucoup, je pense, des deux côtés. C'est mine de rien, c'est une idée très simple, c'est rapprocher le public, bruxellois du coup, d'autres origines, avec le leadership de grandes entreprises. Mais pourquoi ? Parce que ça déconstruit, en fait. D'un côté, eux, ils se projettent dans des métiers auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé. Ils voient littéralement à l'intérieur comment ça se passe. Et de l'autre côté aussi, c'est aux personnes dans des positions de management de se rendre compte de qui ils ont en face d'eux et que c'est des personnes qui pourraient tout à fait travailler chez eux. Et dans le développement justement de telles initiatives, qu'apporte la collaboration avec Actiris ? Est-ce que ça vous apporte des contacts, ça pousse à la créativité ? En fait, on n'impose pas les partenaires. On les connaît, on suggère, mais je crois que Seat at the Table, c'est vous-même qui l'avez contacté, ou même dans l'autre sens. Je ne sais pas, parce que je sais que Youssef Kobo, il est très actif pour... et donc il vise les Pling-Hand entreprises comme Pfizer. Donc, à mon avis, là, on n'a rien à apporter, si ce n'est que juste mettre l'action dans le plan, je m'imagine. Oui, voilà, donc exactement. Donc, c'est un partenariat qu'on a fait avec Seat at the Table. De nouveau, je pense que Youssef, comme tu dis, est très actif pour contacter les grandes entreprises et pour pouvoir essayer de simplement lui de créer des opportunités pour ces jeunes talents dans un secteur pharmaceutique qui peut parfois sembler fermé, on le sait de l'extérieur. Et alors Actiris vient vraiment ici plus nous aider vraiment à structurer tout ça dans un plan, parce qu'avoir un partenariat ici, on parle d'un groupe de travail, mais des groupes de travail et des partenariats, on en a énormément. Donc c'est comment est-ce qu'on rassemble tout ça dans un plan, comment est-ce qu'on fixe des objectifs, où est-ce qu'on met les priorités, comment est-ce qu'on va mesurer l'impact. Donc Actiris vient avec tous les outils également qui peuvent nous aider à vraiment structurer, mettre ça dans une stratégie bien mesurée et être sûr qu'on est toujours en adéquation aux besoins
interne également. Donc c'est bien de pouvoir, comme on dit ici, essayer d'avancer et de contribuer à une société plus équitable, mais tout en gardant un lien avec la stratégie interne également. Donc vraiment, Actiris vient un peu mettre tout ça en musique, j'ai envie de dire. Voilà. Ils sont déjà assez autonomes, hein. C'est l'objectif pour nous, c'est de rendre chaque entreprise qu'on accompagne autonome dans ses démarches. Et donc voilà, mais il y a d'autres organisations où on doit donner plus de conseils par rapport à qui ils pourraient contacter. Et après, ils ont toujours le choix de le faire ou pas. Oui, bien sûr. Mais donc, c'est bien cette idée de se fixer et de garder un cap qui est importante. Brecht, justement, avec votre vue plus hélicoptère dont on parlait tout à l'heure, à quel défi les entreprises qui travaillent à la diversité aujourd'hui sont-elles avec quels confrontées? besoins ils viennent chez nous, c'est ça. Hein. Il faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils ont besoin de moyens. Donc, parce que certaines actions donnent droit à des subsides. Et en plus, avoir un plan d'action donne aussi droit à d'autres subsides de la région. Enfin voilà, je ne vais pas aller dans le détail. Donc oui, mais bon voilà, après on entame le travail et c'est toujours qualitatif. Hein. Ensuite, je dirais, il y a pas mal de... Ce qu'on entend souvent, c'est ce réflexe de « Ah oui, mais c'est quand même une évidence. Hein, on a beaucoup de diversité ici en interne. Tout ça, ce que vous dites qu'on peut faire, c'est quand même évident. » Ben non. Parfois, il faut le mettre sur papier, le codifier, structurer un peu. Parfois, vous avez effectivement beaucoup d'origines ou d'autres types de diversité présents, mais est-ce que vos processus RH, je reviens toujours avec le même truc, mais sont adaptés à ce public-là. Hein, pour donner un exemple juste très concret, et comme voilà, on a parlé quand même d'un plan thématique origine, vous avez une équipe avec une bonne proportion de personnes, par exemple, d'origine musulmane. Est-ce que vous avez mis en place des choses qui permettent de réglementer et de faire quelque chose quand ces personnes ont le ramadan, par exemple? Est-ce que vous faites attention dans votre communication à d'autres types de fêtes religieuses que les traditionnels catholiques, par exemple? Donc voilà, on travaille là-dessus. Souvent un travail je dirais, oui, écrire, de structurer certaines choses qui sont déjà faites, mais de façon non dite. Ensuite aussi, travailler sur la communication, parce que parfois il y a des choses qui sont en place, mais les gens ne savent pas, puisqu'ils sont sur le terrain, ils ne regardent pas forcément Intranet. Donc, tout ce genre de choses qui sont évidentes doivent quand même parfois être clarifiées. Et ensuite, voilà, vous êtes un employeur déjà divers, c'est très bien, ben faites-le savoir en externe, donc travaille sur des actions sur le positionnement externe. Voilà. Et puis, nous, on crée avec cette structure porteuse aussi donc, le soutien nécessaire, pas que du bottom-up, je dirais, mais on essaye d'impliquer aussi déjà la direction. C'est important, tu l'as dit aussi, hein. Tu ne peux pas faire un plan sur la diversité et l'inclusion avec certaines choses qui sont parfois un peu touchy, comme tout ce travail sur les origines, sans avoir l'aval et des membres des actions qui sponsorisent, en fait, même, qui sont ambassadeurs, qui en parlent. Donc, très important aussi de créer ce soutien. C'est ce qu'on offre aussi aux entreprises. Et puis, on l'a déjà dit, mais souvent, notre travail d'analyse amène une vision qui est très bien à avoir. Il faut avoir justement cette ambition ultime, voilà. Mais il faut déconstruire aussi pour avoir des étapes abordables, parce que les gens le font en plus de leur boulot, souvent. Il n'y a pas dans toutes les entreprises une équipe diversité inclusion, parfois, mais enfin, c'est assez rare, en gros. Et donc, il faut leur offrir des étapes qui sont envisageables, abordables pour avancer pas à pas. Et voilà, et après un plan, une entreprise peut en entamer un autre, et c'est ce qui est souvent fait, c'est souvent le cas. Oui, c'est ce que disait Julie, on n'a finalement jamais fini de travailler sur le sujet. Et on évolue entre-temps, donc voilà, il y a toujours des choses à intégrer. Allez, très bien. Au travers de tous ces plans, alors quel grand changement vous avez déjà pu constater dans votre organisation depuis le lancement de ces plans et cette collaboration avec Actiris? Alors, je pense que le premier plus gros changement, je pense que pour nous, c'est peut-être la prise de conscience quand on fait une multicultural fair et qu'on se rend compte tout à coup qu'on a 20 personnes de 20 pays différents qui veulent participer
à cet événement. Mais il y a une vraie prise de conscience de se dire waouh, on a tellement de diversité, parfois on s'en rend pas compte. Donc déjà une prise de conscience. Je pense que ce que ça vient apporter pour nous en fait, c'est surtout ici un renforcement de la culture. Donc on a déjà une culture qui depuis des années est basée sur la diversité, l'inclusion et l'équité. Ici, avec ce plan thématique, on vient vraiment prendre un angle bien particulier. Donc on vient ici vraiment renforcer sur un point bien précis, qui est vraiment cette sensibilisation à créer un environnement divers vraiment divers et inclusif envers les personnes de nationalités différentes et d'origines différentes. Donc on vient vraiment ici apporter cette valorisation et cette mise en lumière de ces personnes-là dans la société. Donc je pense qu'on a des personnes qui se sentent à travers ces projets plus reconnues, plus valorisées. C'est très important de continuer à inclure tout un chacun. Donc, on se focalise ici avec ce plan sur ces personnes-là, mais on ne ferme pas la porte, comme Brecht l'a bien dit, à tous les autres types de diversité. Et c'est vraiment l'objectif ici de reconnaître que ces personnes-là sont uniques, mais de rassembler. C'est toujours l'objectif de cette culture, c'est de vraiment reconnaître l'unicité de chacune des personnes, mais tout en rassemblant, tout en créant ce phénomène de communauté, ce phénomène de togetherness, de se sentir tous faisant partie de la même communauté, faisant partie de la même société et partager la même culture, qu'on soit tous en fait en harmonie avec nos valeurs et avec nos croyances, et pour se sentir bien, c'est super important pour que chaque personne en fait puisse libérer tout son potentiel au niveau professionnel. Donc je pense que c'est ça que ça a vraiment apporté, et outre le fait, comme Brecht le disait bien, de structurer, de fixer des objectifs, de mesurer l'impact, qui est une démarche également très importante. Ouais, ça peut paraître parfois un peu bisounours, c'est-à-dire tout le monde ensemble, et tout, mais c'est primordial. Ouais. C'est un travail c'est du change management quand on le fait bien, un travail sur la diversité et l'inclusion. Tout à fait. C'est un travail sur la sécurité psychologique de chaque personne, à pas sous-estimer quand il y en a pas les pertes et les risques qu'on court en tant qu'entreprise. C'est viser d'être un lieu de travail où les différences peuvent et doivent exister. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est plus créatif, c'est en ayant des diversités d'opinions, diversité de points de vue, c'est comme ça qu'on stimule la créativité et qu'on arrive à développer des projets, des choses un peu out of the box. Et ça implique qu'il doit y avoir des conflits aussi. Tout à fait. C'est pas qu'on c'est tout non violent. Enfin, je dis. Évidemment, c'est pas violent, mais j'allais vous le dire. Il faut parfois, le choc des idées, quoi. Oui, tout à fait. Et j'aime bien cette idée d'articulation, en tout cas, entre l'attention à la spécificité de chacun, mais aussi à la dynamique collective, parce que l'idée, c'est pas évidemment d'entrer dans de l'individuel pur. Il faut qu'on soit un collectif. Alors, on l'a dit, il y a plein de champs encore à explorer. Sur quoi vous pensez travailler davantage à l'avenir en matière de diversité et d'inclusion ? Alors, Brecht l'a aussi bien dit, on est en constante évolution. Je pense que la société évolue, l'actualité évolue, les besoins de tout un chacun évoluent. Mais comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, la continuité et la régularité, c'est la clé. Donc, on a beau avoir un environnement qui évolue de manière constante, il faut toujours continuer à garder ce cap, à dire la diversité, l'inclusion, l'équité, ça doit faire partie de notre culture d'entreprise et on doit garder le cap, on doit continuer. On doit continuer à être régulier dans cette matière, peu importe les modes, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a toujours des modes, il faut quand même garder ce cap et bien être à l'écoute des besoins. En interne, en externe aussi, mais pour ça on a des partenaires comme Actiris qui viennent aider, mais en interne de bien comprendre les besoins de chacun, et ça passe vraiment par une écoute active, ça passe par des formations au niveau de nos leaders, de nos people managers qui sont ici formés bien sûr à l'inclusion, qui sont même évalués sur ces points-là, donc on voit à quel point ça va loin ici chez Pfizer pour comme on dit, toujours garder ça
en tête, quoi. Ouais. Voilà. Après que vous l'avez dit, il y a certaines thématiques, finalement, comme le genre, où on se dit, voilà, on y est, c'est déjà... Et puis, il y en a d'autres qui sont plus émergentes. Donc, il y a cette double enjeu de finalement rester en éveil sur ce qu'on pense acquis, et puis d'explorer des nouveaux champs qui le sont peu. C'est quoi les nouveaux champs aujourd'hui sur lesquels on peut travailler davantage la diversité? C'est-à-dire qu'il y en a certains... Ça existe depuis longtemps, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Déjà, le genre, c'est jamais fini, hein, parce que voilà, c'est une voiture, dès qu'on la mène en arrêt, elle commence à rouler en arrière. Je dirais que tout ce qui est pouvoir aussi prendre en compte les genres, mais non binaires, l'orientation sexuelle, ça reste toujours aussi quand même quelque chose à pas perdre de vue, parce que ça peut créer pas mal de malaises qui sont difficiles à détecter parfois. Et tout ce qui est, je dis les champs pour lesquels nous on cherche d'ailleurs des nouveaux partenaires et pour lesquels on essaye de augmenter notre expertise, c'est pour nous les nouveaux champs, c'est les neurodiversités. Et ça, c'est en fait tout travail sur le handicap, même si et la neurodiversité. Ça concerne en fait chaque employé. C'est pas que pour embaucher des nouvelles personnes qui sont porteuses de certains handicaps ou qui sont par exemple sur le spectre de l'autisme. Non, ça peut arriver à chacun en fait de tomber malade lors de sa carrière, de être diagnostiqué tardivement avec quelque chose. Donc voilà, et une adaptation d'un espace de travail qui tient compte de trop de lumière, de trop de bruit, etc. Ça sert à pas mal de personnes en fait. Donc oui. Ça, c'est les nouveaux domaines. Voilà, pour ceux qui sont avancés, voilà, qui peuvent, ou qui ont justement le besoin, parce que voilà, il n'y a pas de règles non plus. Et qui permettent de finalement travailler sur différents critères aussi en parallèle. Oui, justement, c'est par rapport à l'âge, par rapport à voilà, justement, chaque employé qui peut développer certaines problématiques et qui peut quand même continuer à travailler. Ouais. Très bien. En conclusion, peut-être quelles seraient alors vos recommandations et vos conseils aux employeurs qui souhaitent travailler davantage proactivement à la diversité et à l'inclusion? Alors là, des recommandations, je pense qu'il y en a vraiment, il y en a tout un tas. Donc je pense que la première chose pour moi qui est capitale, c'est comprendre premièrement l'intérêt d'avoir une culture qui est basée sur des valeurs comme la diversité, l'inclusion et l'équité. Et ça peut passer par des formations, l'éducation. Voilà, et je pense qu'il y a assez d'outils à l'heure actuelle pour pouvoir vraiment sensibiliser toute personne, qu'on soit de jouer dans la hiérarchie, dans le groupe, etc., qu'on soit leader ou qu'on soit people manager ou qu'on soit employé. Donc il y a vraiment cette prise de conscience d'abord pour moi qui est primordiale, et puis c'est de pouvoir dire avant de mettre un plan d'action ou avant de mettre une stratégie en place, c'est peut-être analyser l'état dans lequel la société est. Donc c'est vraiment avoir une mesure de base, parce que lorsqu'on va mettre une stratégie en place, un plan d'action, des projets, on a envie de mesurer son impact. Donc allez mesurer la situation de base, ayez une stratégie, ayez un plan d'action, mettez des projets en place et puis allez mesurer. Donc c'est pas toujours simple de mesurer l'impact. Pour ça, voilà, on a des partenaires comme Actiris qui peuvent aider. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis j'ai envie de dire aussi, bien être sûr que chaque personne est engagée dans la société, autant les employés que le leadership. Je pense que ça, c'est très important. Mais au-delà, voilà, des tas de recommandations qu'on peut donner. Pour moi, il y a vraiment deux clés qui sont les plus importantes. La première, c'est l'authenticité. On n'est pas là pour faire du window dressing, on n'est pas là pour faire du marketing. Il faut vraiment que ce soit une démarche authentique. Il faut instaurer cet environnement dans la société, qui est un environnement pour moi qui doit être basé sur la confiance. Et ça, les employés vont le ressentir, mais nos partenaires en externe vont le ressentir aussi. Les médecins avec qui on travaille, les associations de patients, les personnes extérieures comme Actiris, comme Sit at the Table, comme tous les groupes de travail dans lesquels on participe, ressentent que voilà cette authenticité dans la démarche. Et puis la deuxième chose, je pense que je l'ai pas mal répété, c'est que c'est la pérennité, c'est la continuité, c'est un travail de tous les jours. Et ces valeurs de diversité, d'inclusion et d'équité, sont pour moi des valeurs, comme je les appelle, les valeurs refuges. C'est peu importe ce qui se passe dans l'organisation, peu importe ce qui se passe dans la société, c'est des valeurs sur lesquelles on peut toujours retomber. Ce sont des vrais refuges
pour tout un chacun. Voilà. Et l'authenticité, c'est intéressant, effectivement. Comment aussi est-ce qu'on embarque tout le monde dans l'aventure? Parce qu'on peut se dire que certaines personnes sont plus sensibles à l'enjeu, d'autres peut-être moins. Comment on y travaille tous ensemble? Ben voilà, donc nous, évidemment, on a une culture qui vient très fortement, vous l'avez compris, d'une structure globale, mais qu'on essaye vraiment de faire vivre aussi en bottom-up. Donc, on a vraiment les deux approches chez Pfizer, ça vient du dessus, mais on a les employés qui travaillent, comme je disais, dans ce Colleague Resource Group. On a vraiment cette approche qui vient des employés pour les employés. Et je pense que c'est ça qui fait que ça rassemble, c'est d'avoir vraiment ces deux axes. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Enfin, moi, j'arrive dans une société où j'ai beaucoup de chance, où le leadership est vraiment déjà très, très impliqué là-dedans. Je ne sais pas, peut-être que Brecht voit d'autres choses et des situations plus complexes. Donc, j'ai envie de dire, une grande chance chez Pfizer où le sens de la communauté est déjà très présent. Où moi, je travaille vraiment plus sur une continuité que vraiment instaurer quelque chose de vraiment nouveau. Je ne sais pas, Brecht, par rapport à la question que tu relèves, effectivement, je dirais que c'est pour ça que c'est très important d'avoir dans chaque plan des actions qui travaillent sur les processus RH, parce que c'est là que chaque personne ressent en fait que les choses sont mises en place et que ça peut lui servir. Par exemple, là, quand on parle de tout le travail sur les gens, les opportunités, les plafonds verts, etc., on sait évidemment qu'il y a des résistances par rapport à ça. Il y a des études qui ont été menées, hein, donc des personnes, enfin des hommes en fait, qui ont une carrière avec beaucoup de succès, je dirais. Ils sont en général pour, hein, ils vont endorser ce genre d'action, mais il y a tout un public hein, dans les grandes entreprises qui en fait se sent plutôt menacés, qui trouvent que c'est de la concurrence en fait, et c'est de rendre clair que c'est pas un zero-sum game, en fait, que c'est pas parce qu'il y a d'autres types de profils qui peuvent aussi prendre leur poste que eux ils vont perdre. Et donc voilà, c'est de travailler et aussi pas démotiver en fait les femmes dans ce cas-là qui se disent ouais c'est bien, ils le vendent bien en externe, mais en fait nous on sent que quand on est maman par exemple que en fait il n'y a pas grand-chose qui est en place. Ben non, il faut avoir travaillé sur les processus, par exemple les possibilités pour la charge familiale pour l'alléger, donner le signal en interne que les mamans et les papas peuvent prendre des congés et qu'on le stimule en tant qu'entreprise, ce genre de choses. Donc, travailler sur les processus RH quand on se met dans les actions, hein, mais au préalable, je dirais ce que les entreprises peuvent faire. Justement, il y a un outil très, très utile. Il est gratos, il est en ligne, c'est EDIV, E-DIV, où il y a 2 modules en antidiscrimination que tout le monde peut suivre. Donc, suivez-le, parlez-en entre vous. Module loi, et en fait, avec beaucoup de cas concrets. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas que connaître la loi, hein, c'est la loi appliquée, à quoi ça ressemble, et des modules handicap pour mieux comprendre quels sont les types d'aménagements raisonnables, comme on les appelle, que vous pouvez mettre en place pour pouvoir accueillir certaines personnes, pour pouvoir accommoder des personnes qui travaillent déjà chez vous. Voilà, et il y a des cas concrets sur le site de DIF avec des conseils aussi pour les managers, comment réagir dans situations X, Y, Z, hein, qui aident aussi à naviguer certaines zones grises, voilà, et des best practices depuis peu. Donc, des entreprises, entre autres Pfizer, qui y figurent ou figureront bientôt avec des solutions qu'ils ont mises en place, voilà, avec toute la démarche. Donc, il y a déjà ça en ligne. Ensuite, voilà, contactez-nous ou allez-y de votre côté, mais pensez bien à toujours avoir une vue sur vos processus RH avec le plus de public possible à intégrer. Je dirais ça, c'est mes 3 conseils. En fait, EDIV, processus RH, et puis voilà, contactez-nous ou faites un plan, en tout cas, voilà, approche planifiée. Et partager les expériences, puisqu'on voit qu'effectivement, c'est très riche aussi de regarder ce qui se fait dans d'autres entreprises et de s'inspirer des pratiques qui sont mises en place. Julie, Brecht, merci à toutes les deux pour ce partage qui a été très riche. Merci. Merci Christophe. Avec grand plaisir. Merci.